pourquoi en 2022 se présenter aux élections, puis pourquoi le Parti québécois aussi? On connaît là, les tendances actuelles, on sait que le Parti québécois risque de faire élire un, maximum peut-être 2 députés. Pourquoi se lancer en politique en 2022 avec le PQ? Oui. Ben, en fait, la politique, je suis une personne qui est quand même assez politisée dans mon quotidien depuis que je suis tout petite. Là. Au secondaire, je faisais mes exposés oraux sur René Lévesque. Je suis née d'une famille souverainiste. Je suis née bleue, je vais mourir bleue. Alors, le Parti québécois, pour moi, c'était sans équivoque également le seul parti qui prône un pays, de faire du Québec un pays. Donc, pour moi, c'est super important. Pourquoi politique en 2022? En fait, dans mon entourage, moi, je suis assistante infirmière-chef en pédiatrie de soir. Alors, je travaille avec une équipe qui est très jeune. Et il y a une apathie politique chez les jeunes, mais aussi dans la population en général, ce qui est malheureux parce que c'est important, c'est une démocratie, on a le droit de vote. Alors, puis il y a beaucoup d'enjeux également. Depuis les 4 dernières années, là, ça ne va pas vraiment bien au Québec, surtout en santé, mais en éducation, CPE, environnement surtout. Donc, je ne sais pas, j'ai senti que c'était là qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus concret sur le terrain, autre que de laisser passer les choses puis de critiquer, en fait, les gouvernements en place. C'est un peu ça, la prise de décision. Moi, j'avais quelques questions justement à propos du système de santé, plus précisément le plan santé du PQ. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire quelles sont les grandes lignes de ce plan santé-là? Oui. En fait, pour y avoir collaboré au niveau d'une des priorités, et venant du milieu de la santé, ça fait 20 ans que je suis infirmière, 10 ans assistante infirmière-chef. Le réseau ne va pas super bien, on s'entend. Donc, nous, au Parti québécois, on a 3 grandes priorités. La première, c'est les CLSC, c'est-à-dire de sortir les CLSC de cette méga structure qu'elle est en ce moment dans les CIS et les CIUS pour lui redonner son autonomie de gestion, mais de prise de décision aussi. À l'époque, les CLSC, quand moi j'étais plus jeune, du moins, là, on pouvait aller au CLSC. C'était la première porte d'entrée du système de santé. Et c'est ce qu'on veut redonner au Parti québécois en redonnant l'autonomie des CLSC, que ce soit financièrement ou dans la gestion. La deuxième priorité, c'est les soins à domicile. En fait, c'est une santé près de chez vous, même chez vous, si la situation le permet, si votre situation de santé peut le permettre. Donc, c'est revenir aux soins à domicile qui est des coûts beaucoup moindres que d'institutionnaliser toutes ces personnes aînées-là dans les CHSLD. Et le troisième point, bien, c'est de faire attention aux travailleurs de la santé. Je veux dire, on prend soin des gens, mais pour le moment, la gestion qui est probablement trop difficile parce que c'est trop gros comme structure, fait pas attention au personnel de la santé. Il y a des démissions, il y a des gens qui partent en maladie. Moi, je l'ai vécu, j'ai des jeunes qui travaillent avec moi, ils ont 5 ans d'ancienneté, là. C'est notre relève. Moi, il m'en reste moins que ça à travailler, là. Mais eux, c'est notre relève et ils quittent. Ils quittent pour des agences privées. Donc, le Parti québécois a l'engagement, dans un premier temps, dans la première année, d'abolir les agences privées. Parce qu'on n'y arrivera pas. Si on veut un réseau de santé publique en forme et adéquat, nous, on veut faire du réseau de la santé le meilleur employeur au Québec en santé. OK. À propos d'être le meilleur employeur, il y a des choses prévues dans ce plan santé-là à propos de la rémunération des médecins. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien en fait, on sait que les médecins ne sont pas tous comme des travailleurs autonomes, mais il y en a. Donc, on peut déduire un salaire à son enfant de 10 ans. On devient comme vraiment un travailleur autonome. On est incorporé. Et ça, le Parti libéral avait instauré ça à une époque. Le Parti québécois, je pense, bref, tout est mélangé dans cette espèce de rémunération des médecins qui sont à l'acte également. Donc ça, nous, on veut essayer d'enlever ça le plus possible. Et j'ai travaillé avec un médecin qui a collaboré au plan aussi, Dr Rodrigue de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et il est d'accord. Puis mes collègues médecins sont aussi d'accord de ne pas être incorporés. Fait que c'est d'essayer de payer moins à l'acte et plus de devenir des employeurs de l'État. OK. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme dans le système de paiement si ça ne serait pas à l'acte environ? Le salariat ou... Bien, plus le salariat, mais aussi, écoutez, ça sera à déterminer plus en détail là, si on est élu, bien, on va s'asseoir avec les médecins. Premièrement, il faut s'asseoir avec la Corporation des médecins, avec les associations et tout, et le Parti québécois également, la personne qui sera responsable de ce sujet-là. Mais ça fait partie de notre plan santé, le salaire des médecins, évidemment. Ah, OK. Merci beaucoup. Pour ce qui est des services de proximité, on parle, comme vous avez dit, de ramener les CLSC à la vigueur d'antan. Pour les personnes en région plus éloignées, qu'est-ce qui est prévu aussi?
Mais c'est la même chose, en fait. Si on réussit à faire ça, le CLSC, tu sais, en fait, un CLSC, vous avez un code postal, vous avez un CLSC. Et les besoins ne sont pas le même pour le CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve qu'en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est de redonner la porte d'entrée. Nous, on veut un CLSC ouvert 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. Puis, ce n'est pas nécessairement des médecins qui seront là. On est 200 000 professionnels de la santé qui peuvent faire des actes délégués, mais parce qu'on n'a pas le pouvoir de le faire en ce moment, ça brime les soins de santé, justement, puis la rapidité. Tu sais, une physiothérapeute, là, vous vous foulez une cheville. La physiothérapeute peut prescrire un rayon X. On n'est pas obligé d'aller à l'hôpital. En ce moment, c'est ce qu'on doit faire. On va attendre, et là, le triage, on est 5 sur 5, là, je veux dire, une cheville foulée. Mais la physiothérapeute peut prendre en charge. Le dialogiste peut diagnostiquer un otite. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire autres les autres professionnels de la santé. Donc, en région, c'est la même chose parce que moi, justement, à Quaticook, l'urgence est fermée dans ma circonscription, c'est inacceptable. Mais si au moins les gens auraient un endroit où aller comme première ligne, les organismes communautaires font partie de la première ligne aussi, à ne pas oublier. Je veux dire, le financement, nous, on veut financer à 460 millions à la mission. Les organismes communautaires, on s'engage à le faire parce que ce sont la première ligne. Moi, je viens du communautaire aussi, j'ai une technique en travail social et je veux dire, quand les organismes sont financés, on ne sait jamais combien on va avoir à chaque année. C'est un peu anxiogène pour le personnel, mais aussi pour ce qu'on peut offrir comme service à la population. Dans le fond, si je comprends bien, dans le fond, vous voulez comme décentraliser un peu le pouvoir du ministère de la Santé pour qu'il puisse, dans le fond, venir rejoindre directement les communautés. Puis aussi, dans le fond, décentraliser, si je peux m'exprimer ainsi, le pouvoir des médecins aussi pour donner, dans le fond, plus de pouvoir, davantage de spécialistes là, pour qu'ils puissent, dans le fond, répondre à la première ligne au lieu qu'on se rende à l'urgence, par exemple, une foulure à la cheville. C'est bien ça? Oui, c'est exactement. Bien résumé. Puis, on parle beaucoup du privé en santé dans la campagne électorale. Du côté du Parti québécois, est-ce que le privé a un rôle à jouer pour venir pallier les soins que le système public ne peut pas prendre en charge? Non. Non. Nous, au contraire. Dans la première année, on abolit les agences privées parce que, pour le vivre aussi au quotidien, là, quand je travaillais sur le terrain en soins, le privé vient chercher les filles ou les infirmiers et infirmières parce qu'ils offrent des conditions de travail. Ce que nous, au public, en ce moment, parce que ça va pas bien, on n'est pas capable d'offrir ces conditions-là. Donc, les filles quittent, démissionnent, puis c'est des gens de moins dans le réseau public. Fait que nous, l'abolition des agences, c'est une priorité. On ne peut pas combiner. La CAQ a utilisé beaucoup, en ce moment, dans les dernières années, les agences privées pour répondre aux besoins de la population, là, mais ça ne marche pas, là. Nous, c'est sûr que non, ça ne va pas ensemble. Et en mentionnant les agences privées, les cliniques privées, souvent, les chirurgies dans les cliniques privées, les patients vont compliquer au niveau des plaies et on les revoit où? À l'urgence. Parce que la clinique privée ne sera pas le suivi par la suite. Peut-être 1 ou 2 fois, mais les complications se retrouvent à l'urgence. Donc, on engorge encore une fois les urgences. Tantôt, on parlait des médecins, mais je veux parler un peu plus des médecins de famille. On sait qu'il y a une tangente dans les dernières années, qu'il y a plusieurs médecins qui vont avoir tendance à se spécialiser et de quitter, mais en fait, soit de ne pas étudier en médecine de famille, ou de littéralement quitter la profession de médecin de famille. Est-ce que dans la plateforme santé du Parti québécois, est-ce qu'il y a des incitatifs pour ramener davantage de médecins de famille? Parce qu'il y a quand même beaucoup de Québécois là, qui n'en ont pas de médecin de famille à l'heure actuelle. Oui, puis de promettre un médecin de famille pour tout le monde en ce moment, c'est complètement utopique, là, je tiens à le préciser. Il n'y en a pas. Et pour le vivre également dans le quotidien, moi, je suis en pédiatrie, les jeunes qui sont en médecine se surspécialisent, puis c'est correct parce qu'on a besoin de spécialité également. Puis aussi, c'est que les médecins de famille, il faut savoir qu'ils ont des actes à faire. Ils doivent faire un certain temps dans leur bureau, oui, en clinique, mais également à l'hôpital. Fait que c'est une double... Tu sais, je veux dire, ils ont du temps à donner là, en médecine générale. Ils doivent le faire. Fait que ça, nous, d'enlever cette partie-là puis de limiter juste leur travail à leur cabinet, à leur bureau, peu importe, au GMF, bien, à ce moment-là, ça serait déjà un peu mieux. Mais on n'a pas besoin de tous les médecins de famille, de juste des médecins de famille, comme je vous disais, au CLSC. Il y a beaucoup d'autres professionnels qui pourraient dégager, justement, puis prendre en charge les patients. Vous venez de mentionner, on parlait des médecins de famille notamment. Est-ce qu'il y a aussi, il pourrait y avoir un enjeu, une question de promotion de
je pourrais dire la profession de médecin de famille parce on dirait qu'on a l'impression que les nouveaux médecins, comme tu l'as mentionné, ils se spécialisent beaucoup, ils vont moins dans cette spécialité de médecin de famille, puis on sait qu'à l'heure actuelle, on en manque, mais ces nouveaux médecins de famille-là veulent aussi des conditions où est-ce qu'on ne veut pas 2000 patients parce qu'on veut quand même prendre soin de nos patients, on veut en avoir moins pour mieux en prendre soin, puis avoir des meilleures conditions de travail aussi. Donc, y a-t-il une question de promotion de la profession ou quoi que ce soit? Ouais, en fait, comme je vous disais, les gens se surspécialisent, puis c'est correct. C'est juste, promotion, en fait, c'est une question de choix aussi. Tu sais, comme médecin de famille, je veux dire, ça dépend ce que tu as envie de faire comme médecin à la base. C'est de rencontrer des patients dans une clinique. Tu sais, c'est peut-être moins, comment je pourrais dire, valorisé que le neurochirurgien ou le chirurgien ou peu importe, tu sais. Mais sont super importants. Mais de là à dire que le nombre n'est pas nécessairement obligé d'être si élevé. Parce que si on leur dégage en donnant des actes délégués aux super infirmières, aux infirmières cliniciennes, à ce moment-là, en fait, ça serait de valoriser le programme d'infirmières cliniciennes ou de super infirmières, d'IPS, en fait, puis d'en avoir plus. Avec peut-être des stages payants. Tu sais, il y a des métiers techniques à l'université où est-ce que vous êtes en stage, mais vous êtes payé. En soins infirmiers, ça n'existe pas. Fait que ça serait peut-être un incitatif pour plus d'IPS. Mais là, si je reviens au médecin de famille, ça sera à voir, mais nous, on n'a pas d'incitatif en soi, mis à part que de leur donner que le rôle d'avoir un certain caseload de patients, là, en fait, et non avoir du travail à faire à l'hôpital. Est-ce que, justement, les incitatifs que vous parlez, ça pourrait venir, en quelque sorte, ramener de un, des gens dans le réseau public, de un, puis de deux, répondre aussi à la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a aussi, là, qui existe là, dans le secteur public, là, parce que avec ce que vous proposez, on veut redonner dans le fond, les CLSC plus en première ligne, ça va prendre des gens là, pour travailler dans les CLSC aussi. Là. Oui. En fait, ça vient à dire à la première chose qu'on va faire, c'est d'abolir les agences privées. En abolissant les agences privées, les infirmières qui travaillent dans les agences vont devoir revenir s'ils veulent continuer d'être infirmières. Et nous, on va pouvoir leur donner des conditions de travail, c'est-à-dire conciliation travail-famille, des semaines de 4 jours, mais avec les avantages d'un temps plein. Ça, c'est dans notre programme aussi. Le choix des horaires aussi, de redonner une autonomie aux horaires. Donc, on va ramener les gens dans le réseau. Puis de remettre les soins de première ligne, on parle d'infirmières, mais c'est encore là, c'est des travailleurs sociaux, c'est des psychologues, c'est physiothérapeutes, ergothérapeutes. Il y a tellement, dans le milieu de la santé, on est 200 000, tellement de professions qui ne sont pas utilisées à leur juste valeur puis à ce qu'ils sont capables de faire comme acte délégué. C'est ça qu'on veut faire, qu'on veut leur redonner. Puis la place de la fin du temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO, là, est-ce que ça fait partie de la plateforme du Parti québécois en santé? Absolument. Ça, c'est clair. Ça faisait partie de mon volet à moi parce que je le vois, je veux dire, le TSO est carrément responsable de plusieurs maux en santé. Là. Je veux dire, les dépressions, les bris de service, les gens quittent, les missions en bloc, c'est fréquent. Donc, oui, ça en fait partie. Puis le TSO va s'éliminer justement en donnant des meilleures conditions de travail au personnel de la santé pour pouvoir avoir plus de gens dans le réseau public. Pour retourner plus du côté des patients, quel est le rôle de la prévention dans le plan santé du PQ? Oui. En fait, en ce moment, il n'y a pas assez de prévention. Prévention, promotion de la santé, c'est une grosse lacune en ce moment au Québec. Moi, je me souviens du temps où est-ce qu'il y en avait beaucoup dans les écoles primaires et secondaires. Il n'y en a plus. Que ce soit côté sexualité, je veux dire, avant, on avait des professionnels qui venaient. Là, les gens, c'est sur Internet qu'ils vont apprendre. Il y a beaucoup de prévention qui se font au niveau du sport également, l'alimentation, et tout ça a un lien direct avec la santé. Fait que dans le plan du Parti québécois, il y a beaucoup de promotion de la santé, la prévention également qu'on va mise. En fait, en revenant dans les CLSC, les gens auront le temps de faire de la prévention, pas juste soigner puis guérir puis mettre des plasters. Là. C'est à un moment donné, les plasters avec de l'eau, ils décollent puis avec le temps aussi. Fait que c'est super important, ça fait partie de la plateforme. Puis la promotion de la santé va avec une saine alimentation puis une activité physique. Ça éviterait des maladies chroniques avec le temps. Puis pour travailler en pédiatrie, il y a de plus en plus de jeunes qui sont un surplus de poids, une activité physique, dépression, tout ça, là, ça va avec la prévention, effectivement. OK. Et justement, on a parlé beaucoup de santé physique. C'est quoi la place de la santé mentale aussi dans ce plan-là?
Bien, nous, au Parti québécois, on veut donner accès aux soins de psychothérapie plus facilement, c'est-à-dire les sortir. Bien, il va toujours avoir du privé, là, ça c'est clair. De dire qu'il n'y aura plus de psychologue au privé ou quoi que ce soit, c'est utopique. Par contre, nous, on veut ramener le plus possible de psychothérapeutes, de psychologues au public, avec des conditions de travail adéquates également. Mais il y a les travailleurs sociaux qui sont là aussi, les travailleurs sociaux, les techniciens en éducation spécialisée. Il y a encore une fois beaucoup de professionnels qui peuvent agir sur la santé mentale, pas juste les psychologues. Donc, ça aussi, c'est de faire connaître tous ces spécialistes-là. Puis nous, le plan, bien, c'est de le rendre accessible à tous parce que moi, je l'ai vu en pédiatrie, honnêtement, en pandémie. On a toujours des adolescents qui sont en dépression et des suicidaires. Tentatives de suicide, c'est malheureux, mais ça a toujours été. Mais en pandémie, c'était des 8, 9, 10 ans, là. Ça, c'était du jamais vu pour moi en 20 ans, puis pour personne. Puis nos pédiatres ont fait des sorties publiques dès le début de la pandémie. Laisser les jeunes aller à l'école, laissez-les faire leur sport, laissez-les se voir entre eux, parce qu'on n'y arrivera pas. Puis justement, c'est arrivé aussi, là, une hausse importante d'idées suicidaires chez les jeunes de 7, 8, 9, 10 ans, ce qui est malheureux. Fait que nous, au Parti québécois, c'est clair que la santé mentale, déjà avec la pandémie, bien, c'est vraiment important d'agir à ce niveau. Vous avez mentionné dans votre début de réponse que vous n'allez pas mettre fin au système privé en santé mentale. Est-ce que ça ne serait pas un peu une contradiction parce que vous allez mettre fin au corporatisme puis au système privé en santé pour les hôpitaux, mais de ne pas le mettre fin aussi pour les psychologues aussi? C'est pas en contradiction un peu? Bien non, parce que ça serait utopique de dire à tous les psychologues du Québec vous ne pouvez plus pratiquer en privé. Fait que vous allez vous en venir au public. Tandis que les infirmières, c'est nouveau, hein, l'agence privée, l'utilisation des infirmières dans les agences. Ça fait pas 10-15 ans que ça existe, là. C'est vraiment nouveau et ça s'est développé. Ça existait à l'époque pour des régions éloignées. Si les gens voulaient aller travailler dans le Grand Nord, on faisait affaire à des agences, on avait des contrats. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la santé, les gouvernements se sont mis à utiliser ces agences-là pour travailler dans le réseau public, dans les hôpitaux de réseau public. Tandis que les psychiatres ou les psychologues, plutôt les psychologues, il y en a dans le privé depuis tout le temps, là. Je veux dire, il y a toujours eu du privé aux psychologues. Fait que ça serait utopique comme plan de dire on abolit les psychologues au privé, on n'y arriverait pas, là. À un moment donné, il faut dire la vérité aux Québécois aussi. Il faut vraiment être honnête. Puis moi, je fais de la politique de façon honnête, c'est-à-dire avec ce qu'on peut faire, puis de faire ce qu'on peut avec où le système est rendu. Fait que non, c'est pas en contradiction avec les infirmières ou les infirmiers, par exemple. Puis la place des médecins dans le réseau privé, est-ce que c'est la même chose pour les psychologues? Bien, en fait, les médecins, un GMF, c'est privé, hein? C'est un groupe de famille privé, en fait, les GMF. Fait que si on a des médecins de famille dans les GMF, sont privés, c'est correct, mais en fait, c'est pas la même chose que les psychologues, parce que les médecins, ils ont des cabinets privés, puis ça aussi, ça existe depuis longtemps, les cliniques privées, comme je vous dis. Ça peut continuer. Là où il faut faire la différence, c'est le public, on parle d'infirmières, de gens qui sont sur le terrain, les infirmières auxiliaires, les préposés, les inhalothérapeutes. C'est tout ça qui a été, dans les 10 dernières années, retiré du public pour avantager vers le privé. Les autres corps de métier ont déjà toujours existé au privé. Cet été, il y a eu un triste événement, un décès à Foresta Lumina, à Coaticook, à cause de possiblement une mauvaise couverture ambulancière. Comment contrer ce genre de problème dans le futur? Écoutez ça, j'adore votre question. Parce que ça fait partie d'un de mes engagements clés pour la circonscription de Saint-François, de réouvrir l'urgence 24/7 à Coaticook. C'est inacceptable qu'une urgence aussi éloignée, dans une région aussi éloignée que Coaticook, on s'entend que c'est 35 minutes de Sherbrooke, puis ça, c'est Coaticook centre-ville. Si on tombe dans les municipalités autour, et je me promène beaucoup là, en ce moment, là, dans Saint-Herménégilde, Stansted et tout, ils sont encore à 30 minutes de Coaticook. Fait qu'on a 1 heure de Sherbrooke. Quand l'urgence a fermé a fermé à 18 heures, OK? Il avait promis une flotte d'ambulances assez suffisante pour assurer la sécurité des municipalités autour, ce qui n'a pas été le cas dans Foresta Lumina. Il y avait 2 flottes d'ambulances, ce qui juge eux autres sécuritaires, une occupée, l'autre pas en fonction parce qu'il manque de personnel. Donc, on se retrouve avec une flotte pour toute la MRC de Coaticook qui est immense. Pour ceux qui ne savent pas, c'est grand. Donc, c'est une ambulance de Sherbrooke qui a dû se rendre 35 minutes à Foresta Lumina. C'est un terrain accidenté. Aller chercher le monsieur. Bref, là, on a perdu 1 heure et quart avec un homme en arrêt cardio-respiratoire.
Fait que peu importe la condition physique, certains vont dire « Ouais, mais il était âgé. » Ouais, puis je veux dire, c'est une vie quand même, puis il était peut-être en très bonne santé, ce monsieur-là. Là. On le sait pas, ça, l'histoire le dit pas. Fait que, tu sais, peu importe, là, 1h10 en arrêt cardio-respiratoire, là, peu importe l'âge, là, on a très, très peu de risque de survie. Donc, si l'urgence avait été ouverte ou s'il avait rempli la promesse d'avoir assez d'ambulances, probablement que l'histoire ne dira pas s'il serait encore là, ce monsieur-là, là, mais c'est déplorable puis c'est inacceptable pour moi. Fait que moi, je me fais l'engagement clair, puis ça, le Parti le sait, puis pour le Parti québécois, c'est aussi ça. Il faut que cette urgence-là ouvre 24/7. De quelle façon elle le sera, ça, on va discuter avec la direction rendue là, mais il faut qu'elle soit faite, c'est sûr. Madame Tanguay, merci infiniment pour votre temps. Ça fait très agréable. On en a appris davantage sur votre plateforme, mais aussi pour vos idées. On vous souhaite une excellente campagne. Puis encore une fois, merci d'être venu en studio pour l'entrevue. Bien, merci à vous trois. Et pour nous, chers auditeurs auditrices, on s'en va en courte pause musicale, des publicitaires au retour. On discute encore une fois de politique. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAC 88.3. Ça part ici.